Ma femme est partie quand notre fille n'avait que 8 mois. J'ai ramené ma fille chez mes parents, pensant qu'au moins ils nous offriraient un abri. Mais quelques mois plus tard, ils nous ont impitoyablement mis à la rue. Sans un sou, sans abri, nous avons erré sous un pont, devenant des vagabonds. Je pensais que ma vie avait touché le fond jusqu'à cette nuit-là. Dans le vent glacial, un vieil homme en costume coûteux est apparu devant moi et a dit « Je suis ton grand-père ». Je me suis figé, abasourdi, car toute ma vie j'avais cru qu'il était mort depuis longtemps. Et ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Je m'appelle Romain Dubois, j'ai 31 ans, et je suis ouvrier dans une usine sidérurgique dans une petite ville industrielle du Pas-de-Calais. Ma vie n'a jamais été facile, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle s'effondrerait si vite. Il y a quelques mois encore, j'avais un foyer, aussi modeste soit-il, aussi durement gagné. J'avais Émilie, la femme que j'aimais, et Chloé, notre petite fille, qui était mon monde entier. Mais maintenant, tout cela n'est plus qu'un souvenir s'évanouissant comme de la fumée dans le vent. Chaque matin, je me levais à 5 heures, avant même que l'aube ne perce les toits gris de la ville. Je me traînais hors du lit, les épaules douloureuses du travail de la veille à l'usine sidérurgique. Le vacarme des machines, l'odeur âcre du métal en fusion, la sueur coulant sur mon front, telle était ma vie, jour après jour. Mais je ne me plaignais pas. Je travaillais pour Émilie et Chloé, pour le sourire de ma fille quand je la tenais dans mes bras, pour le regard doux dans les yeux d'Émilie quand elle m'aimait encore. Notre maison était un petit appartement avec des murs tachés et des meubles usés. Mon salaire d'usine était suffisant pour couvrir le loyer, acheter du lait pour Chloé et maintenir la chaleur dans notre foyer. Émilie travaillait comme employée de bureau, mais après la naissance de Chloé, elle a arrêté pour rester à la maison et s'occuper d'elle. Ça ne me dérangeait pas, même si le fardeau financier pesait lourdement sur mes épaules. Je pensais que c'était ce que faisait un homme, subvenir aux besoins de sa famille, peu importe la difficulté. Tu vas bien, Romain, me demanda Émilie un soir alors que je m'affalais sur une chaise, mes mains encore sales de l'odeur d'huile de machine. Elle se tenait dans un coin de la cuisine, la faible lumière jaune éclairant ses cheveux bruns. Je souris et hochai la tête. Ça va. Tant que toi et Chloé êtes heureuses, je peux tout supporter. Mais je ne remarquais pas, ou peut-être que je choisis de ne pas remarquer, que le regard dans les yeux d'Émilie avait changé. Elle ne me regardait plus comme avant. Ses sourires devinrent forcés et nos conversations plus courtes. Certaines nuits, quand je rentrais tard d'un quart, je la trouvais assise seule dans le salon, les yeux rivés sur son téléphone, ses doigts défilant rapidement comme si elle cachait quelque chose. « Qui est-ce » je demandais, essayant de garder un ton léger. « Juste un vieil ami » répondait-elle rapidement, éteignant l'écran. Je me disais que j'imaginais des choses. Émilie était ma femme, la mère de mon enfant. Elle ne ferait rien pour nuire à notre famille. Mais au fond de moi, je sentais une distance grandissante entre nous, comme une petite fissure dans un mur, s'étendant chaque jour davantage, et je ne savais pas comment la réparer. Chloé était ma seule lumière. À 8 mois, avec ses joues potelées et ses grands yeux ronds, elle me regardait toujours comme si j'étais son univers entier. Chaque fois que je la tenais, mon épuisement s'évanouissait. « Tu es mon trésor, tu sais ça » je chuchotais alors qu'elle agrippait mon doigt et riait. Ces moments me faisaient oublier les factures qui s'accumulaient, les heures supplémentaires tard le soir et les moments où Émilie évitait mon regard. Mais ensuite, les doutes ont commencé à me ronger. Un soir, quand je suis rentré plus tôt que d'habitude, j'ai surpris Émilie en train de fourrer précipitamment son téléphone dans sa poche. Elle a tressailli en me voyant, et pendant un bref instant, j'ai vu de la panique dans ses yeux. « Pourquoi es-tu si nerveuse » ai-je demandé, essayant de garder ma voix calme. « Ce n'est rien » a-t-elle dit, mais sa voix tremblait comme si elle cachait un secret. Je ne voulais pas croire mes instincts, mais ils devenaient plus forts, comme une tempête se préparant à l'horizon. Et cette tempête, elle a frappé plus vite que je n'aurais pu l'imaginer, emportant tout ce que j'appelais autrefois ma famille. C'était un samedi, j'avais pris ma journée pour rester à la maison avec Chloé. Émilie a dit qu'elle devait sortir pour retrouver une amie. « Juste prendre un café, ne t'inquiète pas » a-t-elle dit, mais ses yeux ne rencontraient pas les miens. J'ai hoché la tête, tenant Chloé dans mes bras, regardant Émilie partir, son sac à main balançant sur son épaule. Quelque chose dans sa démarche m'a serré le cœur, mais je n'ai pas osé m'y attarder. Cette nuit-là, Émilie est rentrée tard. J'étais assis sur le canapé, Chloé, profondément endormie dans son berceau. Quand elle est entrée, j'ai senti un parfum inconnu, pas celui qu'elle portait habituellement. « Où étais-tu toute la journée » j'ai demandé, essayant de garder un ton doux,
mais elle a juste secoué la tête, marmonnant quelque chose à propos de rencontrer un ancien collègue. Je voulais la croire, mais mon cœur criait le contraire. Le lendemain, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru faire. Pendant qu'Émilie était sous la douche, j'ai vérifié son téléphone. Quelques minutes à parcourir ses messages ont brisé mon monde. Les mots à l'écran me tranchaient le cœur comme des couteaux. Tu me manques, lisez un message d'un numéro non enregistré. On se revoit ce soir. Je dirai à Romain que je vois une amie. Et puis des dizaines d'autres messages, doux, intimes, d'un homme que je ne connaissais pas. Mais j'en savais assez pour comprendre qu'Émilie m'avait trahi. Je suis resté là, les mains tremblantes, le téléphone glissant de ma main et tombant sur le sol. Quand Émilie est sortie de la salle de bain, elle m'a regardé, puis le téléphone par terre. Son visage est devenu pâle. Romain, tu, balbutia-t-elle, mais je ne la laissai pas finir. Qui est-il, Émilie? Ma voix était rauque, non de colère, mais de douleur. Qui est-il pour que tu puisses nous faire ça, à moi, à Chloé? Elle leva les yeux, ses yeux brillants d'une émotion que je ne pouvais déchiffrer. Étaient-ce du regret ou de la résolution? Romain, dit-elle, sa voix étrangement calme. Il faut qu'on parle. Et puis elle me l'a dit. Pas de longues explications, pas de détours. Elle a dit qu'elle avait repris contact avec un ancien collègue de travail, un certain Benoît que je n'avais entendu mentionner qu'en passant. Au début, on ne faisait que parler, dit-elle, mais sa voix faiblissait en parlant de réunions ultérieures, de rendez-vous café qui s'étiraient en soirée, de messages qui se transformaient en déclarations d'amour. Il me fait me sentir vivante, Romain. Je suis désolé, mais je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Je suis resté là, figé, comme si le sang dans mes veines avait cessé de couler. Vivre comme ça, comment, Émilie, demandai-je, ma voix tremblante. Vivre avec moi, avec Chloé, avec notre famille. Qu'est-ce que tu ne supportes pas? Elle ne répondit pas tout de suite. Elle détourna son visage, ses épaules tremblant légèrement. Je ne suis pas heureuse, dit-elle finalement, sa voix plate comme si elle lisait un script. J'ai essayé, mais je n'y arrive pas. Je veux divorcer. Le mot « divorce » me frappa comme un coup de massue. Je voulais crier, lui demander pourquoi, la supplier de reconsidérer pour Chloé, pour les années que nous avions passées ensemble. Mais je suis resté là, immobile, regardant la femme que j'aimais devenir une étrangère. Et Chloé, demandai-je, la voix étranglée. Elle n'a que 8 mois, Émilie. Qu'est-ce que tu vas faire pour elle? Elle resta silencieuse, et ce silence fit plus mal que n'importe quel mot. Je ne peux pas m'occuper d'elle, dit-elle après une pause, sa voix froide comme la glace. Garde-la, Romain. J'ai besoin d'une nouvelle vie. Je ne me souviens plus de ce que j'ai dit après ça. Peut-être que je n'ai rien dit du tout. Tout ce que je sais, c'est que quand Émilie est sortie de l'appartement, tirant une petite valise derrière elle, j'ai eu l'impression que le monde s'effondrait sous mes pieds. Elle n'a pas regardé en arrière. Pas une seule fois Chloé. La porte a claqué et je suis resté là, seul avec ma petite fille et le cœur brisé. Les jours qui ont suivi se sont déroulés dans un brouillard. Je continuais à aller travailler, à me tenir près de la chaîne de production de l'usine sidérurgique, mais mon esprit était ailleurs. Le vacarme des machines ne pouvait noyer les questions qui tourbillonnaient dans ma tête. Pourquoi a-t-elle fait ça? Que ai-je fait de mal? Comment vais-je élever Chloé seule? Émilie n'a pas tardé à joindre le geste à la parole. Une semaine plus tard, j'ai reçu une convocation au tribunal. Elle avait demandé le divorce, et je n'avais pas la force de me battre. Le tribunal de notre petite ville n'était pas compliqué, mais il n'était pas indulgent non plus. Ils ont divisé nos biens, un terme élégant pour le petit appartement qu'Émilie et moi avions peiné à rembourser au fil des ans, et les maigres économies que j'avais amassées pour Chloé. Cet appartement, bien que délabré, était tout ce dont j'étais fier, une maison que j'avais construite à la sueur de mon front et avec des quarts de nuit à l'usine. Le tribunal a ordonné sa vente pour partager l'argent, car je ne pouvais pas me permettre de racheter la part d'Émilie. Tout s'est passé à une vitesse vertigineuse. Les experts sont venus. Puis le panneau « À vendre » a été installé. Je suis resté là, regardant l'appartement où Chloé était née, où je pensais que nous aurions une maison pour toujours, vendue pour une bouchée de pain. Le jour où ils sont venus vider les meubles, je me tenais dans le coin de la pièce, Chloé dans mes bras. Elle gazouillait, ses petites mains agrippant ma chemise, comme si elle pouvait sentir la douleur de son père.
J'ai regardé nos dernières affaires être emportées, le canapé où j'avais tenu Chloé, la table de cuisine où Émilie préparait des dîners simples, le lit où nous nous étions autrefois allongés ensemble en rêvant de l'avenir. Tout cela n'était plus que des souvenirs. J'ai reçu la moitié de l'argent de la vente, mais ce n'était presque rien après avoir remboursé la banque. Émilie a pris sa part et a disparu. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles elle avait déménagé à Nantes avec Benoît. Elle n'a pas appelé, n'a pas posé de questions sur Chloé. Elle a laissé notre fille derrière elle, m'a laissé comme si nous n'avions jamais existé dans sa vie. J'ai essayé de rester fort pour Chloé. Elle était la seule raison pour laquelle je ne m'effondrais pas. Chaque matin, je regardais dans ses yeux clairs et innocents et je me disais que je devais être fort. Mais la vérité, c'est que j'étais en train de me briser. Je n'avais pas seulement perdu ma femme, ma maison, j'avais perdu foi en ce que je pensais durer éternellement. Je n'ai eu d'autre choix que de me tourner vers mes parents pour obtenir de l'aide. J'ai appelé mon père, Georges. « Papa, j'ai besoin d'aide », ai-je dit, ma voix brisée par la honte et le désespoir. Émilie est partie. Il n'y a plus que moi et Chloé maintenant. Je ne sais pas quoi faire. Il y eut un long silence. Si long que j'ai cru qu'il refuserait. Mais ensuite, il parla, sa voix sèche et abrupte. « Reviens ici. Reste avec nous pour l'instant. Mais tu devras contribuer aux frais de subsistance. Nous ne roulons pas sur l'or. » J'ai laissé échapper un souffle, bien que mon cœur fût encore lourd. Je pensais qu'au moins la famille serait un endroit où Chloé et moi pourrions trouver refuge. J'ai emballé les quelques affaires qu'il nous restait. Un sac de mes vêtements, quelques tenues pour Chloé et un vieil ours en peluche qu'elle aimait serrer quand elle dormait. Je la serrai fort, sortis de l'appartement maintenant vide et pris un bus pour la maison de mes parents. En montant dans le dernier bus hors de la ville, Chloé dans mes bras, je me sentais comme un raté. L'appartement, où j'avais pensé que nous aurions une maison pour toujours, était maintenant à quelqu'un d'autre. L'argent de sa vente était presque parti. Je serrai ma fille plus fort et chuchotai, « Je trouverai une solution, Chloé. Je te le promets. » Mais au fond de moi, je ne savais pas comment je tiendrais cette promesse. Et la maison de mes parents se dressait à la périphérie de la ville, une demeure à 2 étages patinée par le temps, aux bardeaux décolorés et au jardin envahi par les mauvaises herbes. Je me tenais devant la porte, tenant Chloé, mon cœur battant comme celui d'un mendiant. Je ne voulais pas revenir ici. Je ne voulais pas affronter les regards jugeurs de mes parents. Mais je n'avais pas d'autre choix. J'ai frappé et quand ma mère, Danielle, a ouvert la porte, elle m'a regardé de haut en bas et a soupiré. « Entre, Romain, dit-elle, sa voix dépourvue de chaleur. Mais ne fais pas de bruit. Ton père se repose. » J'ai porté Chloé jusqu'à mon ancienne chambre. Elle était toujours là, mais pas comme je m'en souvenais. Une fine couche de poussière recouvrait le sol. Le lit était recouvert d'un vieux drap, et le coin était rempli de cartons aléatoires que mes parents y avaient entassés. Cette chambre n'a pas été utilisée depuis un moment. « Nettoie-la toi-même, dit ma mère, son ton plat, comme si ce n'était pas grave. » J'ai avalé difficilement, regardant autour de la pièce qui avait autrefois abrité mes rêves d'enfant, maintenant froide, poussiéreuse et oubliée. Et la maison n'avait que 3 chambres. Celle de mes parents était la plus grande, au bout du couloir. Celle de David, mon jeune frère, était bien rangée avec un matelas neuf et ses affaires personnelles intactes parce que lui et sa femme rendaient souvent visite. Et puis il y avait ma chambre, maintenant à peine plus qu'un débarras. Le favoritisme m'a transpercé le cœur dès le premier instant, mais je suis resté silencieux. J'avais juste besoin d'un endroit pour Chloé, même si cette chambre d'enfance s'était fanée avec le temps. J'ai nettoyé la pièce, étendu une nouvelle couverture que j'avais achetée avec le peu d'argent qu'il me restait, installé le berceau de Chloé à côté du lit et j'ai essayé de transformer cet endroit en une maison de fortune. C'était notre chambre, lui ai-je chuchoté, la serrant fort. Elle gazouillait, agrippant mon doigt, et je me suis détourné pour cacher mes larmes, pour cacher mon sentiment d'échec. Quant à ma famille, mon père, Georges, était un homme dur, un ancien cheminot, maintenant à la retraite. Il parlait peu, mais chaque mot coupait comme un couteau. « Tu dois payer les dépenses, Romain », a-t-il dit le premier jour alors que je défaisais mes valises dans la chambre. « Nous ne pouvons pas nous permettre de nourrir 2 bouches supplémentaires. Et sois silencieux. Ne laisse pas les pleurs de Chloé nous déranger. » J'ai hoché la tête, n'osant pas argumenter. Je savais que mes parents avaient leurs propres difficultés. La pension de papa était modeste, et maman travaillait à temps partiel dans une épicerie.
Mais le fait qu'ils aient préservé la chambre de David comme un musée tandis que la mienne était laissée à la poussière rendait leur favoritisme douloureusement évident. David, mon jeune frère, avait toujours été l'enfant prodige. Plus intelligent, envoyé à l'université avec le soutien de mes parents pendant que je devais commencer à travailler tôt pour me débrouiller seul. Maintenant, quand j'avais le plus besoin d'aide, il le privilégiait toujours. Comme si je ne valais pas autant, j'y suis retourné à l'usine sidérurgique, travaillant comme une machine, prenant les quarts de nuit pour joindre les deux bouts. Chaque jour, je quittais la maison avant l'aube, laissant Chloé chez une gentille voisine qui s'occupait d'elle moyennant une petite somme. Je travaillais au milieu du vacarme des machines, la sueur trempant ma chemise, mais mon esprit était toujours avec Chloé. Je craignais qu'elle ait faim, qu'elle tombe malade, ou que je ne puisse pas subvenir à ses besoins. Mon salaire, après avoir payé la garde d'enfants et donné à mes parents une part pour les dépenses, ne me laissait presque rien. Mais j'ai serré les dents et j'ai continué pour Chloé, pour l'espoir qu'un jour je nous sortirais de cette maison où l'amour semblait réservé aux seuls qui réussissaient. Mais mes parents ne rendaient pas les choses plus faciles. Ma mère me rappelait constamment mes échecs. « Regarde David », dit-elle un soir alors que je rentrais après un quart de 12 heures, mes mains encore noires d'huile de machine. Il a une carrière, une vraie famille. Pourquoi ne peux-tu pas être comme lui, Romain ? J'ai baissé la tête, silencieux. David était leur fierté et leur joie. Il travaillait pour une compagnie d'assurance à Nantes, avait une belle femme nommée Sophie et une jolie maison. Pour mes parents, David était l'image du succès, tandis que j'étais juste un ouvrier d'usine raté traînant un jeune enfant. Même si j'étais dans ma propre chambre d'enfant, je n'enviais pas David. C'était mon frère, et j'étais content qu'il ait une belle vie. Mais chaque fois que ma mère nous comparait, c'était comme un nouveau coup de poignard au cœur. Je voulais crier que je faisais de mon mieux, que je n'avais pas choisi d'être abandonné par ma femme, de perdre ma maison, de revenir ici comme un perdant avec ma fille. Mais je suis resté silencieux, serrant Chloé contre moi et chuchotant, « Je vais y arriver, petite ». Ma chambre d'enfant, avec ses souvenirs fanés sur les murs, est devenue l'endroit où j'ai silencieusement ravalé ma douleur, où je tenais ma fille chaque nuit et priais pour une issue. Les choses ont empiré lorsque Sophie, la femme de David, a donné naissance à des jumeaux. Les deux bébés, un garçon et une fille, sont arrivés comme un tourbillon, accaparant toute l'attention de mes parents. Soudain, la maison était remplie de rires et de bavardages. Mes parents achetaient des jouets, des couches et de jolis vêtements pour les enfants de David. Chaque week-end, David et Sophie amenaient les jumeaux, et la maison bourdonnait comme une famille heureuse, à l'exception de moi et Chloé. La chambre de David est devenue le quartier général des petits-enfants, rempli de nouveaux jouets et résonnant de rire. Tandis que ma chambre d'enfance, était traitée comme un fardeau temporaire. Le favoritisme m'a frappé durement. Ma mère tenait les jumeaux de David, rayonnante de joie, murmurant des mots doux, tandis que Chloé, sa propre petite fille, n'avait droit qu'à un regard fugace ou à une réprimande quand elle pleurait. Chloé grandit vite, mais elle est trop bruyante, dit ma mère froidement un soir où Chloé était agitée à cause des poussées dentaires. Tu dois lui apprendre à se tenir, Romain. Nous avons besoin de repos pour nous occuper des enfants de David. Je voulais dire que Chloé était aussi sa petite fille. Qu'elle avait besoin d'amour comme les autres enfants, mais je savais que c'était inutile. Mes parents déversaient toute leur affection sur David et sa famille, comme s'ils étaient la vraie famille, tandis que Chloé et moi n'étions que des intrus temporaires indignes de priorité. Mon père fut plus direct. Un soir, alors que je rentrais du travail, il m'appela dans le salon. « Romain, dit-il, sa voix sévère, tu es ici depuis assez longtemps. Nous ne pouvons pas continuer à te soutenir, toi et Chloé, éternellement. David a plus besoin de nous. Il a 2 enfants, de grandes responsabilités, et quand ils viennent, nous avons besoin d'espace pour qu'ils soient à l'aise. Tu dois te débrouiller. » Je suis resté là, stupéfait, comme si j'avais été giflé. « Papa, dis-je, essayant de garder ma voix stable. Je fais de mon mieux. Je travaille toute la journée. Je paie les dépenses. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps pour Chloé. Je t'en supplie, pour elle. » Mais il se contenta de secouer la tête. « Tu es un homme adulte, Romain. Un homme se tient sur ses 2 pieds. Nous ne pouvons plus supporter de fardeau, surtout quand David et ses enfants ont besoin de nous. » Le mot « fardeau » me transperça le cœur comme un poignard. Pour mes parents, Chloé et moi n'étions pas de la famille. Nous étions un fardeau. Ils étaient prêts à garder une chambre prête pour les visites de David. Mais moi, leur fils aîné,
dans ma propre chambre d'enfance, j'étais chassé à la rue et la tension dans la maison s'épaissit. Chaque cri de Chloé, chaque fois que je renversais accidentellement quelque chose dans la chambre devenait une excuse pour ma mère de se plaindre. Cette enfant est trop bruyante, Romain, disait-elle, il faut que tu trouves un autre endroit où loger. David et Sophie arrivent bientôt avec les enfants, et nous devons préparer la maison pour eux. J'essayais d'expliquer que j'économisais de l'argent, que j'avais juste besoin de plus de temps, mais elle n'écoutait pas, David n'a jamais causé ce genre de problème, disait-elle, et je savais qu'à ses yeux, je ne serais jamais à la hauteur de mon frère. Le jour fatidique arriva brusquement. Un matin, alors que je me préparais pour le travail, mon père m'appela. Il se tenait à la porte de ma chambre d'enfance maintenant remplie de souvenirs douloureux, ses yeux froids. « Romain, dit-il, tu dois déménager. Nous avons besoin de cette chambre pour l'aménager pour les enfants de David quand ils viendront. Tu as 2 semaines. » Je suis resté là, tenant Chloé, sentant le sol s'effondrer sous moi. 2 semaines, répétai-je, ma voix tremblante. Papa, où suis-je censé aller? Comment Chloé et moi sommes-nous censés vivre? C'est ton problème, répondit-il, puis il se détourna sans un seul regard en arrière. Ma mère se tenait dans le coin, silencieuse, mais ses yeux disaient tout. Elle était d'accord avec lui, et moi, son fils aîné, n'avais plus de place dans cette maison. Je retournai dans la chambre, m'assis sur le lit et serrai Chloé contre moi. Elle gazouillait, agrippant ma chemise comme si elle sentait la douleur de son père. Je regardais autour de ma chambre d'enfance, ces murs, autrefois témoins de mes rêves, maintenant juste un lieu d'humiliation temporaire. J'avais tout perdu. Ma femme, ma maison, et maintenant ma propre famille. Je ne savais pas où j'irais ni ce que je ferais, mais je savais une chose, je devais protéger Chloé coûte que coûte. Les 2 semaines passèrent comme un cauchemar. Je passais chaque instant libre à chercher un nouveau logement, parcourant les journaux locaux et demandant des pistes à d'anciens amis de l'usine. L'argent restant de la vente de la maison n'était pas beaucoup, mais c'était suffisant pour louer un appartement bon marché et délabré à la périphérie de la ville. Un immeuble vétuste avec des murs tachés et une odeur de moisi qui n'était pas sans rappeler le sous-sol de la maison de mes parents. Le propriétaire, un vieil homme maigre nommé Monsieur André, nous regarda, Chloé et moi, avec suspicion. Pas de bruit et payé à temps, dit-il, sa voix rauque de fumeur. J'ai hoché la tête, signant le bail d'une main tremblante, et j'ai emménagé avec nos quelques affaires, un lit pliant de chez mes parents, le berceau de Chloé et un petit réchaud à gaz que j'avais acheté au marché d'occasion. L'appartement était une seule pièce avec une salle de bain partagée dans le couloir, mais au moins c'était le nôtre pour l'instant. Je pensais pouvoir m'en sortir. Mon salaire d'usine était stable, bien que juste. Je travaillerais plus dur, économiserais chaque sou pour le loyer, le lait de Chloé et des repas simples comme des sandwichs froids. On va s'en sortir, ma puce, chuchotais-je à Chloé chaque soir alors qu'elle dormait profondément dans son berceau. Mais la réalité était plus dure que je ne l'avais imaginé. Les frais de subsistance ici étaient plus élevés que prévu, les charges, le gaz et de petites dépenses comme les couches pour Chloé. Mes économies diminuaient comme de l'eau s'écoulant entre mes doigts. J'ai tout réduit, mangé moins, éteint les lumières tôt, mais ce n'était toujours pas suffisant. À la fin de chaque mois, je fixais les factures qui s'accumulaient, le cœur serré d'inquiétude. Le plus gros problème, c'était Chloé. Elle avait presque 1 an maintenant, active et nécessitant des soins constants. Chez mes parents, je pouvais la laisser chez une gentille voisine moyennant une petite somme. Dans ce nouvel endroit, je ne connaissais personne à qui je pouvais faire confiance. La crèche la plus proche coûtait le double de mon salaire hebdomadaire. Pas assez d'argent, murmurai-je, fixant une affiche collée à un lampadaire. Je ne pouvais pas la laisser seule. Elle était trop petite, trop fragile. Alors, j'ai fait un choix désespéré, j'amènerai Chloé au travail avec moi. C'était un dernier recours, mais je n'avais pas d'autre option. Ce matin-là, je l'ai portée à l'usine sidérurgique, bien calée dans un vieux sac à dos. Le vacarme des machines et l'odeur âcre du métal en fusion n'étaient pas un endroit pour un enfant. J'ai caché Chloé dans un coin de la salle de pause, dans un carton tapissé d'une couverture, espérant qu'elle resterait silencieuse. Papa va travailler. Sois sage, d'accord, chuchotai-je, mon cœur battant de peur d'être découvert. Mes collègues me lançaient des regards étranges mais ne disaient rien, peut-être par pitié. Je travaillais comme un fou, faisant des allers-retours entre la chaîne de production et la salle de pause pour la surveiller, lui donnant du lait quand elle s'agitait. Mais je ne pouvais pas la cacher éternellement. Chloé a commencé à pleurer,
ses hurlements perçant le bruit des machines. Le chef d'équipe, un homme costaud nommé Michel, au visage perpétuellement renfrogné, m'a appelé dans son bureau. « Romain, vous avez perdu la tête » a-t-il hurlé, désignant Chloé, qui pleurait dans mes bras. « C'est une usine, pas une crèche. Je vous ai déjà prévenu de votre baisse de performance. » J'ai baissé la tête, ma voix tremblante. « Je suis désolé, chef, mais je n'ai personne pour la garder. Ma femme est partie. Ma famille ne m'aide pas. Juste cette fois, je promets. » Mais Michel a secoué la tête, son visage rouge. « Non, juste cette fois, vous êtes viré. Prenez vos affaires et partez. » Je suis resté là, figé, comme si le monde s'était effondré. Le travail, la seule chose qui me maintenait à flot, était parti. J'ai quitté l'usine avec Chloé dans mes bras, les larmes coulant sur mon visage se mêlant à la sueur. « Je suis désolé, ma puce » ai-je chuchoté. Mais elle m'a juste regardé avec des yeux innocents, inconsciente de tout point perdre mon emploi fut un coup fatal. J'ai arpenté la ville, postulant partout, dans les épiceries, les garages automobiles, même les fast-food. Mais mon CV n'était pas impressionnant. Juste un ouvrier d'usine de 31 ans sans diplôme, maintenant avec un jeune enfant à charge. « Nous avons besoin d'employés à temps plein sans distraction » dit un gérant, jetant un coup d'œil à Chloé dans mes bras. Désolé, mais non. J'ai essayé endroit après endroit, mais la réponse était toujours la même, rejet. Chaque porte qui se fermait me faisait me sentir plus petit, plus inutile. Les maigres allocations chômage ont à peine duré quelques semaines, mais les factures continuaient d'arriver. J'ai épuisé mes économies pour payer le loyer, mais finalement je n'ai plus pu suivre point un après-midi pluvieux, Monsieur André, le propriétaire, a frappé à ma porte. « Romain, vous avez 2 mois de retard » dit-il froidement, sans la moindre trace de sympathie. « Déménagez. Je dois louer à quelqu'un d'autre. » J'ai supplié. « Monsieur André, s'il vous plaît, donnez-moi plus de temps. Je cherche du travail. Je paierai » mais il a secoué la tête et est parti. Le lendemain, nos affaires ont été jetées sur le trottoir. Je me tenais sous la pluie, tenant Chloé sous ma veste usée, regardant l'appartement, le dernier endroit que nous appelions notre maison, fermé à clé. Il n'y avait plus nulle part où aller. J'ai appelé mes parents une dernière fois, ma voix brisée par le désespoir. « Papa, s'il te plaît. J'ai juste besoin d'un endroit où rester. Chloé est trempée. Je ne sais pas quoi faire. » Mais la voix de mon père était sèche au téléphone. « Romain, nous ne pouvons pas. David et Sophie arrivent avec les jumeaux. Nous devons nous occuper d'eux. Débrouille-toi, mon fils. » L'appel s'est terminé et mon monde est devenu sombre. Ils ont refusé à cause de David. Toujours David. J'ai tenu Chloé, errant sous la pluie. Mon cœur était brisé. Nous étions officiellement sans abri. Cette première nuit, nous nous sommes abrités sous un pont d'autoroute où d'autres vagabonds se rassemblaient. La pluie tambourinait au-dessus et le vent nous transperçait comme de la glace. J'ai enveloppé Chloé dans une vieille couverture, la serrant fort pour la garder au chaud. Elle pleurait de faim, de froid, et tout ce que je pouvais faire était de chuchoter « Papa est là, ma puce ». Le lendemain matin, je suis allé à l'église locale où l'on distribuait de la nourriture gratuite. Une gentille vieille femme m'a donné une boîte de lait et du pain, ses yeux pleins de pitié. « Prends ça, mon fils. Dieu veillera sur toi et ta fille. » Je l'ai pris, les larmes coulant, sentant pour la première fois une lueur de chaleur de la part d'une étrangère. Sous le pont, nous survivions au jour le jour. J'ai appris à trouver de la nourriture dans les soupes populaires où d'autres sans-abri partageaient leurs histoires. Emploi perdu, maison perdue, tout perdu. Comme moi, ils ne jugeaient pas, ne faisaient pas de favoritisme. Un vieil homme nommé Jean, ancien mécanicien, m'a donné une vieille tente et m'a appris à allumer un feu pour nous réchauffer. « Ici, tout le monde galère, mais on s'entraide » dit-il en me tapant l'épaule. Une femme nommée Maria, élevant également un jeune enfant, a donné à Chloé des vêtements d'occasion et s'est occupée d'elle quand j'allais chercher du travail. Eux, les gens au bas de la société, m'ont montré plus d'humanité que ma propre famille. Contrairement à mes parents, ils partageaient sans rien attendre en retour, écoutaient sans comparer. Sous le pont, pendant ces nuits glaciales, j'ai appris que la vraie gentillesse vient des endroits les plus inattendus. Chloé, bien que jeune, semblait le ressentir aussi. Elle souriait plus en jouant avec les autres enfants sous le pont. Mais cette vie n'était pas facile. Chaque nuit,
je restais éveillé, inquiet pour l'avenir. Chloé a commencé à tomber malade à cause du froid, et j'ai dû mendier à une clinique gratuite pour qu'un médecin la voie. Elle ira bien, mais elle a besoin d'un endroit plus chaud, disait-il. J'ai hoché la tête, mais je savais que nous n'avions nulle part où aller. Je continuais à chercher du travail, mais avec mes vêtements déchirés et l'odeur de fumée de feu de camp collée à moi, personne ne voulait m'embaucher. Je luttais, j'avais faim, mais pour Chloé, je n'abandonnais pas. Elle était ma seule lumière, la raison pour laquelle je continuais à respirer, à me battre point puis un soir, une tempête a éclaté. La pluie tombait à torrents, et des vents violents secouaient la tente. L'eau s'infiltrait par le sol, trempant les couvertures. Je me suis blotti avec Chloé dans un coin, utilisant ma veste pour la protéger, mais des gouttelettes tombaient toujours sur nous. Elle hurlait, ses cris se mêlant au tonnerre grondant. « Chut, ça va aller. Papa est là, la calmate-t-il, mon cœur battant d'inquiétude. » Jean et Maria étaient partis chercher refuge ailleurs, nous laissant seuls sous le pont sombre. Je pensais que c'était la pire nuit de ma vie, froide, affamée et désespérée. Je priais silencieusement, même si je croyais à peine en Dieu. « S'il vous plaît, donnez-nous une issue. » Soudain, à travers la pluie torrentielle, j'ai vu une silhouette sombre s'approcher, un vieil homme, grand mais légèrement voûté, vêtu d'un costume noir coûteux, tenant un parapluie contre la tempête. Il s'est arrêté devant notre tente, ses yeux perçant l'obscurité, se posant sur moi et Chloé. Je l'ai serré plus fort, mes instincts protecteurs s'éveillant. Sous ce pont, un étranger pouvait être n'importe qui, un escroc, un policier ou juste un autre vagabond. « Qui êtes-vous » demandai-je, ma voix rauque par le froid, luttant pour m'asseoir afin de la protéger. Le vieil homme ne répondit pas tout de suite. Il plia son parapluie et s'accroupit pour mieux nous voir, son visage ridé éclairé par des yeux perçants comme s'il étudiait quelque chose de précieux qui avait été perdu. « Je suis Philippe, » dit-il, sa voix chaude et ferme, un contraste saisissant avec la tempête qui faisait rage à l'extérieur. « Je suis ton grand-père, Romain. » Je me suis figé. Le mot « grand-père » a résonné dans ma tête comme le tonnerre. Toute ma vie, mon père, Georges, m'avait dit que mon grand-père était mort quand j'étais jeune. Un accident de voiture, avait-il dit, et nous n'en avions plus jamais parlé. Pas de photos, pas de souvenirs, juste un vide dans l'histoire de notre famille. Quoi ? Qu'avez-vous dit, bégayai-je, ma voix tremblante. Mon grand-père est mort. Mon père l'a dit. Qui êtes-vous vraiment ? Comment connaissez-vous mon nom ? Philippe esquissa un sourire triste, ses yeux brillants sous la faible lueur d'un lampadaire se reflétant sur le pont. Je ne suis pas mort, Romain. Ton père, Georges, a menti. Il a pris tout mon argent, nous a abandonnés, ta grand-mère et moi, puis a répandu cette histoire pour couvrir ses méfaits. Je te cherchais depuis longtemps grâce à un détective privé. Je sais tout sur Émilie, le divorce, ce que tu traverses. Il fit une pause, regardant Chloé, sanglotant dans mes bras. Et cette petite fille, mon arrière-petite-fille. Ne la laisse pas rester dans ce froid. Viens avec moi. Je veux prendre soin de vous deux pour compenser ce que vous avez perdu. Je fixais le vieil homme, l'esprit en ébullition. Le doute montait. Était-ce une ruse cruelle ? Un escroc qui profitait des gens désespérés comme moi ? Mais en regardant de plus près, je vis une étrange ressemblance. Des yeux bleus perçants comme ceux de mon père, un sourire tordu que je me rappelais vaguement de rêves flous de mon passé. Et sa voix, chaleureuse, sincère, pas celle d'un menteur. La pluie continuait de tomber, le vent hurlait, et Chloé pleurait plus fort de froid. Je n'avais plus rien à perdre. Plus de maison, plus de travail, plus de famille. S'il était une mauvaise personne, les choses pouvaient-elles vraiment empirer ? Mais s'il disait la vérité, c'était peut-être la solution. La lueur d'espoir pour Chloé. Je regardais ma fille, les joues rougies par les pleurs, et mon cœur se serra. D'accord, dis-je, la voix étranglée. Je vous suis, mais si vous mentez, je ne vous pardonnerai pas. Pour l'amour de ma fille. Philippe hocha la tête, se levant et tenant son parapluie au-dessus de nous. Tu ne le regretteras pas, Romain. Viens, ma voiture est à proximité. Je pris Chloé et le suivis sous la pluie, mais pas lourd d'épuisement et de doute. Mais au fond de moi, une faible étincelle d'espoir vacillait. Peut-être, juste peut-être, le destin nous souriait enfin. Nous sortîmes de sous le pont, la pluie tambourinant toujours sur le parapluie de Philippe. Sa voiture,
une élégante limousine noire avec un chauffeur en uniforme qui nous attendait, se tenait non loin, ses phares perçant la pluie comme un phare. J'hésitai une seconde, jetant un coup d'œil à la tente détrempée, maintenant déchirée par le vent, puis montai dans la voiture. À l'intérieur, il faisait chaud, le siège en cuir était doux, et un siège auto pour enfants était déjà installé. Philippe s'assit en face de moi, esquissant un léger sourire en voyant ma surprise. « Je suis venu préparer, dit-il, sa voix chaleureuse. Elle doit être en sécurité. » Je serrai Chloé plus fort. Elle avait cessé de pleurer, peut-être apaisée par la chaleur soudaine, et je regardais par la fenêtre alors que la voiture s'éloignait. Nous avons quitté le Pas-de-Calais, en direction de la Côte d'Azur, un long voyage, mais Philippe avait organisé un avion privé depuis un aéroport voisin. Je n'ai pas posé beaucoup de questions. Mon esprit épuisé se concentrait uniquement sur le fait de garder Chloé au chaud. Pendant le vol, je m'endormis, la première fois depuis des mois sans être réveillé en sursaut par les vents froids ou la circulation. Lorsque nous avons atterri à Nice, le ciel était clair. Une autre voiture nous attendait, nous emmenant à la périphérie de la ville. Le paysage changea alors que nous passions de rues animées à des routes bordées d'arbres, puis à une communauté fermée avec de hautes clôtures et un imposant portail en fer. La voiture s'arrêta devant un vaste hôtel particulier, comme sorti d'un magazine. Un bâtiment de 2 étages de couleur crème avec des toits en tuiles rouges, entouré de jardins luxuriants et d'une piscine scintillante sous le soleil de la Côte d'Azur. Je me tenais là, tenant Chloé, la bouche ouverte d'émerveillement. Ceci est votre maison, bégayai-je. Philippe sourit, posant une main sur mon épaule. Notre maison, Romain. Entre. Toi et ta fille avez besoin de repos. Entrer dans le manoir, c'était comme entrer dans un autre monde. Le grand hall d'entrée avait des sols en marbre, un lustre en cristal étincelant et le léger parfum de fleurs fraîches provenant d'un grand vase. Une femme d'âge moyen en uniforme de femme de chambre nous accueillit avec un sourire. « Bienvenue, monsieur, et bienvenue à Romain et à la petite Chloé, dit-elle comme si elle nous connaissait depuis toujours. Philippe la présenta. C'est Elena, la gouvernante. Là-bas, c'est Louis, le chef, et la sécurité est à l'entrée. Ils s'occuperont de tout. J'ai hoché la tête, encore étourdi. Philippe nous conduisit à l'étage dans une spacieuse chambre d'amis avec un lit king size, une salle de bain privée et un coin rempli de jouets neufs pour enfants. C'est pour toi et Chloé, dit-il. Je l'avais préparé. Plus tard, Philippe appela un médecin privé. Un homme d'âge moyen nommé Dr Morel arriva en une demi-heure, portant une trousse médicale complète. Il examina d'abord Chloé, vérifiant sa température, écoutant ses poumons et lui prescrivant des médicaments pour sa toux. Elle a un léger rhume, mais elle ira bien avec des soins appropriés, dit-il, puis se tourna vers moi. Je restai assis pendant qu'il m'examinait. Pression artérielle élevée due au stress, malnutrition et petite coupure due à la vie dans la rue. Vous avez besoin de repos et de repas appropriés, me conseilla-t-il. Philippe hocha la tête et demanda au chef de préparer le dîner. Pour la première fois depuis des mois, je mangeais un vrai repas, une soupe de poulet chaude, une salade fraîche et du pain grillé. Chloé eut du lait maternisé spécial, qu'elle but avidement, ses yeux s'éclaircissant. Cette nuit-là, je m'allongeai sur le lit moelleux, écoutant la respiration régulière de Chloé dans son berceau à côté de moi, et dormis profondément. Pas de cauchemar, pas d'inquiétude, pour la première fois depuis des années. Les premiers jours dans le manoir passèrent comme un rêve. La maison n'était pas seulement grandiose, elle était équipée de tout le confort. Un verger dans le jardin où je pouvais me promener avec Chloé, une salle de sport et une bibliothèque pleine de livres. Sécurité 24h24 et 7h7, nettoyage quotidien par le personnel et 3 repas nutritifs du chef. Philippe embaucha une nounou nommée Sophia, une jeune femme douce qui avait travaillé dans une crèche haut de gamme, pour s'occuper de Chloé quand j'avais besoin d'une pause. Tu as besoin de temps pour récupérer, dit Philippe. Laisse Sophia s'en occuper. J'hésitais au début, mais Sophia s'est rapidement avérée digne de confiance. Elle chantait des berceuses à Chloé, jouait avec elle et m'apprit même à la masser pour soulager sa toux. Chloé s'améliora visiblement. Ses joues devinrent roses. Elle souriait davantage et commença à gambader dans la pièce. Quant à moi, je prenais des douches chaudes tous les jours, mangeais des repas appropriés et sentais mon corps revenir à la vie. Les doutes persistaient, mais chaque jour ils s'estompaient sous les soins sincères de Philippe. Nous avons commencé à nous habituer à la vie ici. Le matin, je me réveillais à l'odeur du café de la cuisine, déjeunant avec Philippe alors qu'il parlait de la Côte d'Azur,
de la mer et du soleil chaud. L'après-midi, j'emmenais Chloé au jardin, la regardant rire en touchant les feuilles. La nuit, Sophia la gardait pendant que je me détendais, lisant ou simplement regardant les étoiles. Philippe ne me poussait pas, me posant seulement doucement des questions sur ma vie, sur Émilie, sur les épreuves. Il n'y a pas d'urgence, dit-il. Tu as besoin de temps. J'ai commencé à me confier, lui racontant l'usine sidérurgique, la trahison, mes parents et David. Philippe écoutait, ses yeux lourds de tristesse comme s'il partageait ma douleur. Puis un soir, Chloé endormie sous la garde de Sophia, Philippe m'invita sur le balcon, un endroit surplombant la piscine, scintillante sous les lumières. Il versa 2 verres de vin, s'assit dans un fauteuil en cuir et dit « Romain, il est temps que je te dise la vérité sur le passé, sur la raison pour laquelle je t'ai retrouvé. » Mon cœur s'emballa. L'air était lourd, la légère brise marine apportant un soupçon de sel. Philippe fixa le lointain, sa voix basse comme s'il racontait une histoire douloureuse. Il y a des années, quand j'étais plus jeune, j'avais une famille heureuse, ta grand-mère, ma femme, et notre fils, Georges, ton père. J'ai travaillé dur, économisé de l'argent et des obligations pour notre avenir. Mais Georges, il a changé. Il est devenu accro au jeu, a accumulé les dettes. Une nuit, il a tout pris du coffre-fort, argent, obligations, a même vendu des objets de famille, et a disparu sans un mot. Ta grand-mère fut dévastée. Elle a eu une crise cardiaque cette nuit-là, et elle est partie pour toujours. La voix de Philippe se brisa. Il prit une gorgée de vin. Ses yeux étaient rouges. Je restais là, abasourdi, imaginant la scène. Ma grand-mère, que je n'avais jamais connue, mourant de la trahison de son propre fils. J'avais presque 50 ans, sans un sou, le cœur brisé. Je pensais que ma vie était finie, mais je n'ai pas abandonné. J'ai recommencé. Un petit emploi dans l'immobilier, empruntant à des amis, travaillant jour et nuit. Au fil des décennies, j'ai bâti Soleil Immobilier, une société immobilière côtière. D'un petit bureau à Nice, j'ai maintenant des succursales dans toute la Côte d'Azur et au-delà. Je suis riche, mais mon cœur a toujours été vide. Perdre ma femme, mon fils, et ne pas savoir ce qu'il était advenu de mon petit-fils. Il fit une pause, me regardant. Récemment, j'ai engagé des enquêteurs. Ils ont trouvé Georges, puis toi, Romain Dubois, un ouvrier d'usine dans le Pas-de-Calais, divorcé, chassé par tes parents, sans abri sous un pont. Je ne pouvais pas rester les bras croisés. Je devais te trouver pour compenser ce que tu as souffert à cause des erreurs de Georges. Je suis resté là, abasourdi comme frappé par la foudre. La vérité était nue. Mon père, Georges, n'était pas une victime du destin, mais un voleur, un traître qui avait causé la mort de ma grand-mère. Mon grand-père, que je croyais mort, était assis là, riche et plein de regrets. J'étais reconnaissant qu'il nous ait sauvés de l'enfer, mais aussi angoissé par les mensonges de mes parents. Pourquoi mon père a-t-il fait ça? Demandai-je, la voix étranglée. Philippe secoua la tête. Il était faible, Romain. Mais toi, tu es différent. Tu es fort comme je l'étais. Nous sommes restés silencieux pendant un long moment, la brise marine chuchotant comme un réconfort. J'ai regardé la piscine, mon cœur une tempête d'émotions, mais aussi soulagé. Enfin, j'avais une vraie famille, une vraie maison pour Chloé. Les jours qui ont suivi ont été consacrés à digérer cette vérité. Pendant la journée, j'emmenais Chloé au jardin, la regardant ramper maladroitement sur la pelouse verdoyante, riant en touchant les fleurs éclatantes. Sophia, la nounou, était toujours là, m'aidant à prendre soin d'elle sans me faire sentir inadéquat. Mais la nuit, quand l'hôtel particulier devenait silencieux, les souvenirs s'abattaient sur moi comme des vagues. Je pensais à mes parents, à mon enfance dans cette vieille maison du Pas-de-Calais, où papa parlait toujours de mon défunt grand-père avec un regret fin. Maintenant, je comprenais pourquoi il parlait rarement du passé, pourquoi maman éludait mes questions sur grand-maman. Ils avaient bâti un mensonge pour cacher leur culpabilité, et moi, leur fils aîné, j'avais vécu dans son ombre sans le savoir. J'étais en colère, mais aussi triste. Triste pour ma grand-mère, pour Philippe, et pour moi-même. J'ai appelé mes parents une fois, mais ils n'ont pas décroché. Peut-être pensaient-ils que j'appelais pour les embêter ou pour mendier. Je n'ai plus rappelé. J'avais Philippe maintenant et Chloé. C'était suffisant. Philippe ne m'a pas poussé à faire quoi que ce soit tout de suite. Il m'a donné le temps de guérir, mais il a aussi subtilement évoqué l'avenir.
Un matin, alors que nous prenions le petit déjeuner sur la terrasse, du pain grillé, des fruits frais et du café fumant, il me regarda et dit, « Romain, as-tu assez reposé? Soleil Immobilier pourrait avoir besoin de quelqu'un comme toi. Commence petit, un poste de commercial. Pas de traitement de faveur, juste une chance d'apprendre. » Je fus surpris, le fixant. « Papy, je ne suis qu'un ouvrier d'usine. Je ne connais rien à l'immobilier. » Philippe sourit, me tapotant l'épaule. « Tu connais la vie, Romain. C'est quelque chose qu'aucune école ne peut enseigner. Essaie. Pour Chloé, elle a besoin d'un père stable. » J'hésitais, mais acceptais. Je ne voulais pas vivre de sa générosité éternellement. Le premier jour à l'entreprise, je portais un costume que Philippe m'avait acheté, me sentant comme si j'étais dans les vêtements de quelqu'un d'autre. Soleil Immobilier était au centre-ville de Nice, un bâtiment moderne en verre avec un logo étincelant sous le soleil. Le bureau était plein d'activités, des employés au téléphone et sur les ordinateurs. Philippe me présenta à l'équipe mais ne mit pas en avant notre lien, disant seulement que j'étais une nouvelle recrue. « Apprends, Romain », chuchota-t-il avant de me laisser me débrouiller seul. Mon rôle était modeste, assis à un petit bureau, appelant des clients potentiels, proposant des propriétés côtières. Un collègue, un certain Kevin, me guida. « Sois juste authentique. Ne force pas. Les clients aiment ça. » Les premières semaines furent difficiles. J'étais habitué au travail manuel à l'usine, au vacarme des machines et à la sueur qui me trempait la chemise. Maintenant, je devais apprendre à persuader, à lire des contrats et à gérer des chiffres. Certains appels se terminaient brusquement, les clients claquant, pas intéressés. Au revoir. Je rentrais épuisé, mais je n'ai pas abandonné. Je me souvenais des jours sous le pont, Chloé pleurant de froid. C'était ma motivation. J'ai étudié assidûment, lisant des livres sur l'immobilier que Philippe avait laissés dans la bibliothèque de la maison, interrogeant Kevin sur les techniques de vente et observant les réunions. Mon honnêteté est devenue un atout. Les clients ressentaient de la sincérité quand j'expliquais les avantages pratiques d'une maison en bord de mer, sans exagération. Lentement, j'ai fait mes preuves. Un mois plus tard, j'ai conclu ma première affaire. Un couple d'âge moyen a acheté un petit appartement à Cannes. Ils ont dit, vous avez expliqué les choses clairement, pas comme les autres vendeurs. Kevin m'a tapé l'épaule. Bon travail, Romain. Tu as un don pour ça. J'ai souri, mais intérieurement, j'étais reconnaissant pour mes luttes passées. La trahison d'Émilie m'avait appris la patience. Le favoritisme de mes parents m'avait rendu humble. Le sans-abrisme avait forgé ma détermination. Je n'étais plus l'ouvrier d'usine timide. Je me souciais de mes collègues, écoutais leurs problèmes et agissais rapidement. Dans un projet d'équipe, lorsque des disputes éclataient sur les approches clients, j'ai suggéré un compromis. Pensez aux clients comme à la famille. Ils ont besoin de maisons, pas de promesses vides. L'équipe a accepté, et le projet a réussi. La directrice principale, Hélène, une femme brillante d'une 50aine d'années, m'a félicité lors d'une réunion. Romain, vous avez un potentiel de leadership. Gardez cette intégrité et vous irez loin. Le temps passa et je gravis les échelons, sentant le changement en moi. D'homme brisé, je devins décisif, empathique. L'entreprise se développa grâce à mes idées, comme un programme pour aider les clients en difficulté financière, inspiré par ma propre vie. Hélène et les autres directeurs me louèrent. Romain, vous ne vous contentez pas de vendre, vous changez des vies. Philippe souriait chaque fois qu'il entendait des rapports, et je savais qu'il me préparait à quelque chose de plus grand. 3 ans passèrent. Cela semble long, mais pour moi, ce fut un tourbillon. J'ai gravi les échelons, non pas grâce à des liens familiaux, mais par mon mérite. Puis vint le tournant, non pas dramatique comme un film, mais réel et mérité. Lors d'une réunion du conseil d'administration, Philippe se leva, sa voix résonnant dans la salle au mur de verre. J'ai observé Romain pendant 3 ans. Pas de privilèges, pas de favoritisme. Il a commencé tout en bas et a gravi les échelons par ses capacités, augmentant les revenus de 150%, développant 4 succursales et bâtissant une culture d'entreprise basée sur la confiance. Les managers applaudirent. Hélène sourit. Romain mérite cela. Philippe me regarda. À partir d'aujourd'hui, tu es le PDG de Soleil Immobilier. Je restais là, abasourdi, le cœur battant. Ce n'était pas un rêve. C'était réel.
J'ai étreint Philippe, murmurant « Merci, papy ». Il me tapota l'épaule. « C'est toi qui as fait ça, Romain. » Être PDG n'était pas facile. Je siégeais dans un grand bureau avec une vaste vue sur la mer, mais les responsabilités étaient immenses, décisions stratégiques, réunions avec les investisseurs, gestion de crise. L'entreprise prospéra. Des revenus records, une expansion en Provence. Les partenaires respectaient ma fiabilité. Une fois, lors d'un ralentissement du marché, j'ai refusé une transaction très rentable mais risquée. Nous ne jouons pas avec l'avenir de nos clients, ai-je dit. Ils respectèrent cela, et d'autres contrats suivirent. Je restais humble, déjeunant avec les employés, écoutant les idées de la base. J'étais comme vous, ai-je dit au personnel lors d'une réunion d'entreprise. Bâtissons ensemble. Chloé est devenue ma plus grande joie. Maintenant âgée de 5 ans, elle est intelligente, pleine de vie et me demande toujours ce que je fais au travail. « Qu'est-ce que tu fais à l'entreprise, papa ?» me demande-t-elle, assise sur mes genoux à table. J'aide les gens à avoir de belles maisons comme la nôtre, je lui réponds, lui embrassant le front. Elle fréquente une école privée, joue du piano et nage, des choses dont je n'aurais jamais rêvé étant enfant. Elle est ma motivation. Chaque décision d'entreprise, je pense à elle, à la construction d'un héritage. Les médias s'en sont aperçus. Un magazine économique local a publié un reportage, d'ouvriers d'usine sans abri à PDG, l'histoire inspirante de Romain Dubois. Ils m'ont interviewé dans mon bureau et j'ai parlé honnêtement d'Émilie, de mes parents, Dupont et de Philippe. La vie m'a appris que l'échec n'est pas la fin, ai-je dit. L'article est devenu viral et une émission matinale locale m'a invité. Assis sur leur canapé, j'ai partagé mon histoire avec un sourire sincère. De sans-abri à PDG, comment avez-vous fait, a demandé l'animateur. J'ai regardé la caméra. Grâce à mon grand-père et à ne jamais abandonner. Tout le monde a une chance s'il continue. L'interview a accru la notoriété de l'entreprise. Les clients affluaient, et j'ai reçu des lettres de personnes qui avaient lutté comme moi, me remerciant pour l'espoir. Mais le passé ne me laissait pas en paix. Un après-midi, alors que j'étais assis dans mon bureau, examinant les rapports de revenus de la nouvelle succursale d'Avignon, mon téléphone sonna. C'était la réceptionniste, sa voix mal à l'aise. « Romain, il y a 2 personnes dans le hall qui prétendent être vos parents. Ils insistent pour vous voir maintenant. » Je me suis figé, agrippant fermement le téléphone. Mes parents, Georges et Daniel, après toutes ces années, après qu'ils nous aient jetés, Chloé et moi, comme des mendiants. J'ai pris une profonde inspiration, me calmant. Laissez-les attendre dans le hall. Je descends. Je me suis tenu, regardant par la fenêtre la baie de Nice scintillante sous le soleil et je me suis dit, je ne suis plus ce Romain faible. Je suis descendu dans le hall où la lumière des lustres en cristal scintillait sur le sol de marbre poli. Il se tenait là, mon père dans un costume étriqué et démodé, ma mère dans un manteau de laine usée, ses yeux virevoltants comme pour évaluer la valeur du bâtiment. C'était la première fois que je les voyais depuis qu'ils nous avaient chassés de leur maison du Pas-de-Calais il y a des années. Mon père me regarda, forçant un sourire maladroit. « Romain, mon garçon, on t'a vu à la télé. Tu as réussi. On est si fiers. » Ma mère intervint, sa voix sirupeuse. « Oui, Romain. On devrait se reconnecter, la famille, n'est-ce pas? On pourrait t'aider à gérer tout ça. » Elle agita la main dans le hall comme pour revendiquer un droit. Je me tenais là, les fixant froidement, mon cœur ne me faisant plus mal, juste calme. « Aider? Comme vous nous avez aidés, Chloé et moi, quand vous nous avez jetés à la rue? Quand j'ai supplié et que vous avez refusé. Tout ça pour David et ses enfants. » Le visage de mon père pâlit et il balbutia, « Romain, c'était des moments difficiles. Tu es riche maintenant. On peut laisser ça de côté. On est ta famille. » J'ai secoué la tête, ma voix ferme. « La famille? Vous m'avez abandonné quand j'en avais le plus besoin, et maintenant vous venez pour une part. Pas question. » Soudain, le bruit de pas résonna de l'ascenseur. Philippe apparut, grand dans un costume gris impeccable, ses yeux froids comme l'acier. Il s'arrêta à côté de moi, fixant droit mes parents, ou plutôt son fils, Georges. Mon père se figea, son visage livide comme s'il avait vu un fantôme. « Philippe, papa, tu es vivant ?» Il balbutia, reculant. Ma mère serra son bras, ses yeux écarquillés d'horreur. « C'est impossible, dit Georges, tu es mort il y a des années.
Philippe esquissa un sourire glaçant. Oui, Georges a dit cela pour couvrir ses crimes, mais je suis vivant et je suis le président de Soleil Immobilier, l'entreprise dans laquelle vous vous tenez. Le hall devint tendu alors que quelques employés et clients s'arrêtaient pour regarder, l'air crépitant d'anticipation. Philippe n'hésita pas, sa voix résonnant clairement, révélant la vérité à tous. Georges, tu as tout volé, mon argent, nos économies, et tu as abandonné ta mère et moi. Ta mère, la grand-mère de Romain, est morte d'une crise cardiaque sous le choc. Tu m'as laissé sans un sou à 50 ans, puis tu as répandu des mensonges selon lesquels j'étais mort pour vivre sans culpabilité. Et puis tu as abandonné ton propre fils et ta petite-fille, Romain et Chloé, quand ils en avaient le plus besoin, les chassant pour le bien de David. Mon père secoua la tête, son visage rougit, essayant de se défendre. Ce n'était pas comme ça. J'ai juste emprunté. Puis les choses ont dégénéré. Vous comprenez? Mais Philippe sortit une pile de papiers de sa poche, rapport d'enquêteur, vieilles reçues, même des photos du coffre-fort vide d'il y a des années. Voici la preuve, Georges. Tu ne peux pas le nier. Et Daniel, tu savais tout mais tu l'as couvert. Ma mère hésita, balbutiant. On ne voulait pas. Romain, dit quelque chose. Mais je me suis contenté de les regarder. Deux personnes qui étaient autrefois mes parents, maintenant juste un souvenir douloureux. Ils ne pouvaient pas argumenter. Les preuves étaient irréfutables. Le hall était silencieux, quelques employés chuchotaient, et mes parents baissèrent la tête, partant honteux sans un mot de plus. Je les regardais partir, ne ressentant aucune colère, juste un soulagement. Quelque temps plus tard, Philippe m'appela dans son bureau. « Romain, il est temps de régler les choses, dit-il, sa voix calme mais résolue. Il avait invité mon père, Georges, et David, à une réunion d'entreprise sous prétexte de discussion commerciale. Je savais que ce n'était pas une réunion ordinaire, mais je n'ai pas objecté. Le jour arriva, et la grande salle de conférence de Soleil Immobilier était bondée d'employés et de cadres supérieurs. Mon père et David entrèrent, David dans un costume clinquant, dégageant une confiance comme s'il était là pour réclamer une part, tandis que mon père gardait la tête baissée, évitant le contact visuel. Ils s'assirent au premier rang, David chuchotant à papa, on dirait que Romain est prêt à partager le succès. Philippe monta sur scène, sa voix résonnant dans le microphone. Aujourd'hui, j'annonce mon testament officiel. J'ai 80 ans et Soleil Immobilier a besoin d'un digne successeur. La salle devint silencieuse, tous les regards rivés sur lui. Il me regarda et sourit. Romain Dubois héritera de la majorité de ma fortune et du contrôle total de l'entreprise. Non pas à cause du sang, mais parce qu'il a prouvé son caractère et ses capacités. D'associé commercial à PDG, il a rendu cette entreprise plus forte avec intégrité et travail acharné. La salle éclata en applaudissements. Hélène et mes collègues acclamèrent. Je me levai et étreignis Philippe. Ma voix étranglée, merci, papy. Mon père et David furent entièrement exclus, pas un centime, pas une part. Le visage de David pâlit et il se leva d'un bond. Comment cela peut-il être? Je suis aussi votre petit-fils. Mon père, tremblant, supplia devant tout le monde, Philippe, papa, s'il te plaît pardonne-moi. Romain, par lui. Nous sommes de la famille. La salle se tut, tous les regards fixés sur la scène. Je montai sur scène, regardant droit dans les yeux de mon père, l'homme qui nous avait autrefois chassés, Chloé et moi. Ma voix était froide mais ferme. Le jour où vous nous avez mis à la porte, Chloé et moi, j'ai perdu mon père. La seule personne que je respecte maintenant est mon grand-père. Mon père s'enfonça dans sa chaise, le visage livide. David, rougi de honte, le releva, et ils partirent en silence sous les regards chuchotants du personnel, s'éloignant honteusement sans plus d'excuses. Je les regardais partir, mon cœur en paix. Le passé était enfin clos. Après cette réunion, tout devint plus clair que jamais. Je retournai à l'hôtel particulier, serrant Chloé contre moi, sa chaleur me rappelant que la vie recelait encore de la beauté. Philippe me tapota l'épaule, sa voix chaleureuse. Tu as bien fait, Romain. Maintenant, il est temps de vivre pour l'avenir. Nous dînâmes ensemble, un vrai repas de famille, les rires de Chloé résonnant dans la pièce spacieuse. Elle grandissait, ses yeux brillants et son sourire radieux. Aucune trace de ses jours froids sous le pont. Je lui racontais l'histoire de son arrière-grand-père, les leçons du passé, et elle écoutait,
même si elle ne comprenait pas entièrement point un soir, une fois que les choses s'étaient tassées, j'ai emmené Chloé sur le balcon du bâtiment de l'entreprise, le point le plus élevé de Nice, offrant une vue imprenable sur les lumières scintillantes de la ville sous le ciel nocturne. La brise marine fraîche transportait le parfum du sel et de la liberté. Je la tenais dans mes bras, lui montrant les imposants bâtiments et les rues animées en contrebas. « Regarde, ma puce, c'est notre monde » lui chuchotai-je. Chloé rit.